Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui à Lyon en compagnie d'un invité, donc un invité qui s'appelle Jérôme Yvon. Jérôme Yvon, il est investisseur immobilier sur la ville de Lyon et alentour et également blogueur immobilier. Donc Jérôme, salut, est-ce que tu vas bien? Salut Raph, salut à tous. Ouais, ça va, il fait un peu chaud là. Ouais, mais il fait un peu chaud, il doit faire une petite trentaine de degrés dehors là, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu plus pour tous ceux qui nous regardent actuellement? Ouais, donc très rapidement, donc moi je suis Jérôme Yvon, je suis investisseur immobilier, je suis également l'auteur du blog Investisseur immobilier débutant. Je mettrai l'adresse en dessous. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Et je fais aussi des formations sur tout ce qui est investissement immobilier pour aider notamment les débutants. Les gens qui n'ont jamais investi à se lancer dans l'investissement immobilier, passer leurs barrières avec, je dirais, un de mes domaines de prédilection, si je puis dire, c'est le financement, comment obtenir son financement, parce que c'est vraiment le point qui bloque la plupart des investisseurs. Ça tombe bien puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, je pense. Et ben voilà, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Toi, tu as fait un petit peu tout type de location, c'est ça, hein? Saisonnier, de l'immeuble, je crois, de la maison, de la réno. J'ai commencé avec le plus simplement du monde, avec un appartement que j'ai loué nu. Ok, classique. Et puis c'est là que j'ai appris qu'on se faisait vite rattraper par les impôts. Ouais, ça c'est vrai qu'en nu, je peux le confirmer, je pense que voilà. Donc première année, j'avais des travaux, tout ça, ça a été. Et puis après, quand je me suis fait allumer la première année, j'ai vite compris qu'il fallait mettre des meubles dedans. Donc je suis passé à la location meublée. De location meublée, je suis passé à la location saisonnière. Et après, quand j'ai continué d'investir, alors j'ai pas un immeuble entier, mais en fait, j'ai presque un immeuble parce qu'il y a un appartement qui n'est pas à moi dans l'immeuble. C'est-à-dire que tu as racheté progressivement tous les appartements, c'est ça? Non, en fait, c'est une petite copro en fait, dans laquelle il y a 3 appartements, mais que j'ai acheté à un marchand de biens. Et en fait, il a gardé le dernier appartement qui est un studio pour son fils. D'accord. Et donc là, je pouvais pas lutter, quoi. Donc j'ai acheté le reste, j'ai les places de parking et tout ça, mais il y a juste le studio que j'ai pas. Bon, mais voilà. Un jour peut-être. On verra. Ok, donc pour conclure, meublé plus intéressant que le nu. Bon, on va pas s'attarder dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais il faut le retenir, je pense que ton expérience te le confirme. J'aime bien tester, mais là j'ai testé. C'était amer quoi, au niveau des impôts. Là j'ai payé pour apprendre. C'est une bonne expérience qui coûte cher, mais bon, quand même expérience. Au niveau de ton expérience, elle est validée. Jérôme, il a beaucoup investi déjà, il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur le financement, puisque moi, je reçois beaucoup d'emails de personnes qui sont soit en… le CDI, c'est le cas le plus simple, mais qui sont souvent en CDD, en alternance, en intérim, des fois étudiants, des fois intermittents du spectacle. Bref, un peu tous les cas qui font que quand on va voir une banque avec ces situations-là, on se fait un petit peu regarder bizarrement, les gros yeux du banquier, il nous dit non, il nous jette un peu comme un malpropre. Aujourd'hui, je voudrais vraiment un petit peu insister avec toi sur qu'est-ce qui fait qu'un banquier va être rassuré, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir lui apporter un bon dossier. Finalement, c'est quoi un banquier, qu'est-ce qu'il veut, comment il réfléchit. Donc là, je t'ai donné une grosse question vaste. Et là, la question, c'est bon. Je parle plus là, je crois. Non, c'est bon. Donc, asseyez-vous bien, prenez de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir aussi, parce qu'on est là jusqu'à demain. C'est simple. Je vais essayer de faire court. Alors, c'est vrai que le banquier, en fait, c'est une personne qui est très complexe, parce qu'en fait, c'est pas le banquier qui décide. C'est qui alors? En fait, quand on s'adresse à un banquier, parce que le banquier, c'est l'interlocuteur qu'on a en face, mais il faut voir qu'avec le banquier, il y a quand même toute une hiérarchie. C'est que généralement, quand vous allez à la banque, vous allez voir un conseiller. Donc le conseiller a un certain pouvoir. Après le conseiller, il y a le directeur d'agence. Qui a un certain pouvoir qui est un petit peu plus au-dessus. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de délégation, c'est ça? Voilà, c'est le niveau de délégation. Mais après le directeur d'agence, il y a la direction, ce qu'on appelle la direction immobilière. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré au niveau régional, ou si ça dépasse le niveau de délégation du directeur d'agence, ça part au niveau de la région, de la direction immobilière. En fait, c'est un service à la direction régionale de la banque qui ne s'occupe que de l'immobilier. Et c'est eux qui prennent le relais, des fois, qui vont donner des accords. Donc, ce qui fait que vous allez aller voir déjà, même si vous entendez super bien, que vous êtes super pote avec le conseiller, si à un moment, le montant de l'investissement dépasse le niveau de délégation du conseiller, qui généralement n'est pas très élevé. Si vous allez emprunter pour 5 ans, à moins de 100 000 euros, on va dire, vous allez pouvoir traiter directement avec le conseiller. Au-delà de 100 000 euros, je vous expliquerai peut-être rapidement pourquoi 100 000, mais ce n'est pas un chiffre que je vous dis au hasard. Au-delà de 100 000 euros, généralement, ça va passer au niveau du directeur d'agence. Et après, et là ça va dépendre des villes et ça va dépendre des agences et de l'expérience du directeur, ça passe au niveau régional. Donc, il faut comprendre, c'est un barème en fait.
Voilà, mais pour le directeur d'agence, il n'y a pas de montant. On ne peut pas fixer de montant parce que le niveau, pour comprendre, on va dire que vous achetez une maison, pour faire un cas général, quand on achète une maison de 150 mètres carrés, le prix d'une maison de 150 mètres carrés dans le nord de la France, à Paris, dans l'Isère, sur la Côte d'Azur ou à Bordeaux, c'est pas le même prix. Et en fonction des régions, eh ben, ils vont dire on va donner le pouvoir de délégation au directeur d'agence pour pouvoir financer lui-même la maison de monsieur et madame tout le monde. Par exemple à Paris, donc les prix sont beaucoup plus chers. Voilà, donc dans le Nord, un directeur d'agence va peut-être avoir un niveau de délégation de 100-150 000 euros, alors qu'à Marseille, il aura un niveau de délégation de 300 000 euros. Parce que les prix du mètre carré ne sont pas les mêmes. Parce que les prix du mètre carré ne sont pas les mêmes. C'est juste dû à ça. Donc il faut comprendre que c'est vraiment un barème. Voilà. Et par contre, donc où je disais le niveau de délégation du conseiller, c'est simplement parce qu'une agence en fait a une enveloppe au niveau des prêts immobiliers, hein, les banques ont une enveloppe budgétaire pour faire du prêt immobilier. Par an, c'est ça? Voilà, par an. Et alors, il y en a qui en tiennent compte, il y en a qui en tiennent pas compte, mais c'est pour ça que souvent on dit qu'il est plus difficile d'avoir des prêts immobiliers en fin d'année. Il y a des quotas, c'est ça? Parce qu'une fois qu'ils ont atteint leur quota, une fois qu'ils ont dépensé leur enveloppe, et ben voilà, ils peuvent plus en faire ou ils n'ont plus envie d'en faire. Mais quand on est en dessous des 100 000 euros, on va dire qu'ils peuvent refinancer ce montant, c'est-à-dire qu'un prêt immobilier de moins de 100 000 euros ne rentre pas dans cette enveloppe. D'accord. Donc tous ces prêts immobiliers en dessous de 100 000 euros ne sont pas pris en compte dans le quota annuel effectué par cette banque. Voilà. D'accord, ok, donc c'est bon à savoir ça. Donc c'est pour ça que les petits investissements de moins de 100 000 euros, ben, on a beaucoup plus de facilité à les faire. Mais dès qu'on passe les 100 000 euros, en fait c'est quelque chose qui rentre dans l'enveloppe budgétaire. Alors ça rentre non seulement dans l'enveloppe budgétaire de l'agence, mais aussi de la direction régionale. Parce que la direction régionale aussi a une enveloppe. Et la direction nationale aussi a une enveloppe. Donc dès qu'on passe les 100 000 euros, eh ben, c'est pas le morceau qui dépasse, c'est l'ensemble du prêt. Si le prêt fait 110 000 euros, eh ben, c'est les 110 000 euros qui passent dans l'enveloppe, c'est pas les 10 000 euros restants. Et ce qui fait que les 110 000 euros viennent gratter progressivement la capacité de la banque à pouvoir fournir du prêt immobilier, quoi. Et arrivé en fin d'année, bah, s'il leur en reste, ils peuvent encore faire des prêts, mais s'ils ont dépassé, eh ben, ils peuvent plus en faire. Donc là, c'est une petite astuce. Voilà, en dessous de 100 000 euros, déjà, c'est plus facile. C'est plus simple de faire de Mais comment ça fonctionne pour les marchés de province où il est très facile d'avoir des appartements pour moins de 100 000 euros? Je sais pas, on va prendre une ville au hasard dans le centre de la France où c'est un petit marché. C'est-à-dire que les caisses régionales ou même les agences régionales, comment elles font pour faire leurs chiffres du coup? Est-ce que c'est que des projets de 100 000? Après, c'est pas des objectifs. C'est-à-dire qu'on leur dit, on vous donne une enveloppe dans laquelle vous pouvez piocher. Voilà, vous pouvez faire du prêt immobilier jusqu'à hauteur de, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros. Il y a quand même une certaine limite. Voilà, on va leur donner une limite. On va leur dire, voilà, après cette limite-là, quand vous aurez atteint cette limite-là, on fait du cas particulier. Si vous avez un super client qui a un super projet, voilà, on va le financer quand même. Tu dis au cas par cas. C'est pas, voilà, après, c'est du cas par cas. Mais tant qu'ils sont dans l'enveloppe, voilà, ils vont pouvoir les faire. Après, ça ne veut pas dire que c'est plus possible. Après, il y a des fois, l'enveloppe, elle est atteinte. Il y a des fois, elle ne va pas être atteinte. Mais disons que c'est comme dans une boîte, quoi, hein. Quand vous avez des commerciaux qui ont des objectifs, qui ont des quotas, ben, on essaye de mettre les quotas de manière à ce qu'ils soient le plus proche du marché. Si on leur donne une enveloppe, c'est que la direction sait que globalement, dans l'année, ils font à peu près ce montant-là. Le marché local est d'à peu près tel montant dans les prêts immobiliers. Donc ça permet comme ça de savoir qu'il faut de s'adapter au marché. Mais par contre, c'est un petit peu un tabou au niveau des banques, c'est que un banquier, que ce soit le directeur de l'agence, que ce soit la personne que vous allez avoir en face de vous, quelle qu'elle soit, elle va pas vous dire moi j'ai un niveau de délégation jusqu'à tel montant. Jamais, On essaye de le savoir. Alors ça, il faut essayer de le savoir par des... Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de demander, de savoir si la personne qu'on a en face de nous peut nous accorder le projet directement ou pas. Alors, il ne faut pas lui dire quel est votre niveau de délégation. Pas si brutalement. Pas si brutalement, mais lui poser la question, dire bah tiens voilà, j'ai un projet aujourd'hui de 150 000 euros. Est-ce que vous avez vous la possibilité de me donner une réponse rapidement sur ce projet-là, ou est-ce que vous allez être obligé d'aller voir ailleurs? C'est juste pour savoir moi au niveau du timing, quoi. C'est ça, Voilà, c'est juste faire comprendre. Et s'il va dire bon, faut que je vois avec ma direction ce qu'on peut faire sur un montant comme ça, bah, vous savez que son montant de délégation, il est en dessous de ça, quoi. Si vous dites oui, je vais regarder. Alors déjà, si vous dites oui, je vais regarder ce que je peux faire. C'est mort. C'est que c'est mort, c'est que s'il va regarder ce qu'il peut faire avec cette direction. On ne parle pas à la bonne personne. Mais généralement, alors,
souvent, parce que ça dépend aussi de l'expérience de la personne, quand vous avez une personne jeune, sans que ce soit péjoratif, quand vous avez une personne jeune, ça veut dire que c'est une personne qui a forcément moins d'expérience. Et moins d'expérience, on va lui donner moins de niveau de délégation. C'est logique. Si vous avez un interlocuteur en face de vous, même si c'est un conseiller, mais qui est proche de la retraite, vous savez qu'il a de la bouteille, il a de l'expérience. Donc il aura peut-être un niveau de délégation supérieur à son collègue qui a le même poste que lui, mais qui est beaucoup plus jeune. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les banques ont des quotas à respecter chaque année. Donc en début d'année, on dit que les robinets sont ouverts, c'est beaucoup plus simple. Les dossiers un peu plus compliqués peuvent passer. En fin d'année, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Voilà, il y a moins de dossiers à faire passer, donc seulement les très bons dossiers vont pouvoir passer éventuellement. Mais donc du coup, un banquier, c'est un gestionnaire de risque finalement. Une banque, c'est une entreprise, elle veut faire du résultat net, du chiffre d'affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le banquier, quand il fait un prêt immobilier, il ne gagne pas d'argent. Ouais, ça c'est une bonne. Donc, surtout vu les taux actuels, le banquier ne gagne pas d'argent. Donc, quel est l'intérêt du banquier à nous financer des investissements et nous financer de l'immobilier? Alors là, les gens vont se dire sur quoi les gens vont se dire Jérôme, tu nous dis de la merde, comment un banquier ne peut pas gagner de l'argent? Tous les intérêts que j'ai payés sur mon prêt, c'est des dizaines de milliers d'euros, comment c'est possible? Alors comment gagner de l'argent? Aujourd'hui, en fait, le banquier, lui, l'argent que le banquier prête, lui, il l'achète. Donc en fait, le banquier, lui-même emprunte, la banque elle-même emprunte l'argent. Donc la banque elle-même va payer des intérêts dessus. Donc c'est sûr qu'elle gagne de l'argent, mais elle ne va pas gagner des montants énormes. En plus de ça, on sait qu'au niveau des statistiques, un prêt immobilier est gardé en moyenne 7 ans. Parce que les gens revendent le bien, etc. Donc ce qui fait que les prêts sont soldés ou alors ils sont rachetés, ils sont renégociés. Donc on sait que même si on emprunte sur 25 ans, même pour vous, n'ayez pas peur d'emprunter sur des longues durées de 20 ans, 25 ans, parce que de toute manière, vous n'allez pas garder le prêt pendant 20 ans ou 25 ans. Donc il vaut mieux allonger la durée. Une mensualité, et le banquier le sait aussi, ils savent très bien que vous n'allez pas garder un prêt pendant 25 ans. Mais les gens vont aussi se dire, ok Jérôme, mais les banquiers, ils ne prêtent pas de l'argent qui est de l'épargne d'autres personnes de la banque? Non. Alors, eux, ils utilisent l'argent, l'épargne pour le faire travailler avec leurs traders pour gagner de l'argent, etc. Voilà. Et ensuite, c'est au niveau de la banque centrale. Et c'est la banque centrale en fait qui va leur fournir de l'argent. Et quand je disais tout à l'heure que les 100 000 euros, ils peuvent les reconstituer derrière, ça veut dire que eux, c'est par rapport à ce que la banque va emprunter à la banque centrale. Et la banque centrale, eux, leur fournit une certaine somme, mais les 100 000 euros ne rentrent pas dans les montants qui sont faits par la banque. Enfin, c'est un mécanisme un peu complexe. D'accord. Mais si on résume très simplement, donc il y a une partie de l'épargne En fait, les banques vont trader. Elles vont placer l'épargne, votre épargne, l'épargne de tout le monde, et sur des marchés financiers. Et c'est avec ça que les banques vont gagner de l'argent. Ce qui fait que l'intérêt de la banque, c'est pas de vous faire un prêt immobilier, mais c'est de vous avoir comme client. Pour avoir de l'épargne. Pour avoir votre argent, pour avoir de l'épargne, et c'est avec cet argent que la banque va faire travailler, c'est avec cet argent que la banque va gagner de l'argent. Donc elle veut surtout les loyers qui rentrent plutôt que d'accorder un prêt qui va être en fait emprunté à la banque. Voilà. Aujourd'hui, dire tiens, moi je vais vous faire un prêt immobilier chez vous. Ce prêt immobilier, je vais dire n'importe quoi, je vais avoir une mensualité de 500 euros. Derrière, j'ai 700 euros de loyer qui vont rentrer. Pour n'importe quoi, comme chiffre, comme ça, ce qui me passe par la tête. Eux, s'ils se disent, sur les 700 euros, et derrière, vous allez rembourser la mensualité, vous allez payer l'assurance, vous allez payer peut-être des frais annexes, des taxes, des impôts, etc. Ce qui fait qu'à la fin, il va rester 50 euros à la banque. Ils disent derrière, on va se retrouver avec 50 euros, ça ne nous intéresse pas. Eux, ce qui va les intéresser, ça va être éventuellement, d'avoir ces 50 euros, mais aussi d'avoir les salaires. Donc une domiciliation des salaires. Voilà, parce qu'avec l'argent des salaires, c'est avec cet argent-là que vous allez constituer une épargne. Et avec cette épargne aussi, ils vont pouvoir travailler. Éventuellement, vous allez ouvrir des comptes pour vos enfants. Donc les enfants vont rester pendant longtemps dans cette banque-là. Donc ils vont aussi pouvoir faire travailler l'épargne des enfants. Après, par la suite, les salaires des enfants quand ils travailleront, etc. Donc eux, ce qu'ils essayent d'avoir, c'est un partenaire, c'est avoir quelqu'un avec qui ils vont avoir plusieurs sources de revenus, Donc, ils vont avoir vos salaires, ils vont avoir votre épargne, ils vont avoir les biens immobiliers, ils vont avoir vos enfants, ils vont avoir une assurance vie, etc. Et ce qui intéresse la banque, c'est d'avoir tout un panel de produits à vous vendre, de manière à vous avoir votre client pour pouvoir travailler avec un maximum d'argent. Et en fait, le prêt immobilier, c'est juste un produit d'appel sur lequel ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent,
mais c'est pour vous attirer. On peut même dire que c'est un outil de fidélisation finalement. Ça garde le client, il est là, il est engagé sur 20 ans, 25 ans, c'est beaucoup, c'est 20, 25 ans d'épargne potentielle avec les salaires, etc. quoi. Un prêt auto, voilà, vous le soldez n'importe quand, un prêt conso, vous le soldez n'importe quand, alors qu'un prêt immobilier, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, voilà, quand vous avez un prêt dans une banque, vous êtes engagé avec cette banque-là pendant longtemps. Et il joue un petit peu là-dessus, quoi. Ok. Donc ce qui fait qu'il faut arriver à ce que la banque vous accepte comme client. C'est là l'intérêt de la banque finalement. Ouais. Et parce là, on ne le voit pas forcément tout de suite. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est se dire, voilà, il faut que la banque voit un intérêt à m'avoir comme client. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, quand vous allez voir le banquier pour lui demander un prêt immobilier, le prêt immobilier, c'est quasiment la dernière chose à lui demander. On lui demande d'ouvrir plein d'autres produits annexes, c'est ça? C'est pas lui demander d'ouvrir, mais il faut l'avoir en tête. En fait, il faut d'abord vous présenter, quoi. C'est un petit peu comme un jeu de séduction avec le banquier. Cartouches à dégainer, quoi. Donc il y a tout un processus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où vous savez justement les 6 étapes du rendez-vous chez le banquier. Et en fait, la demande de prêt immobilier, c'est la 6e étape. C'est vraiment la fin. Tu es devant lui, c'est la 6e étape. C'est la dernière chose que tu demandes, quoi. Il y a 6 étapes, même si le banquier vous le connaissez, il faut y aller progressivement, quoi. C'est un petit peu comme si un jeu de séduction. Voilà, c'est un jeu de séduction et vous y allez étape par étape, quoi. Et on ne demande pas tout de suite de se marier. La dernière étape, c'est est-ce que vous voulez passer à l'action avec moi? C'est bien résumé. C'est bien résumé. Et donc, ce qu'il faut faire comprendre au banquier, c'est déjà que vous êtes une personne sérieuse. Donc voilà, il faut déjà lui présenter vous, votre situation familiale, professionnelle, vos revenus, etc. Arriver bien habillé, rasé, avoir le vocabulaire de... faut y aller pas en short et en chemise à fleurs. Il faut y aller, Là, vous avez les deux extrêmes. Moi, j'y vais pas comme ça chez le banquier. Là, toi, tu peux aller chez le banquier. Ça passe, c'est bon. Mais donc d'abord, vous présentez une situation qui soit correcte. Alors déjà, situation stable. Qu'est-ce que ça veut dire, situation stable? Situation stable, ça va être une situation stable au niveau de la famille. C'est-à-dire que déjà, si vous allez voir le banquier en disant je voudrais sécuriser mes revenus parce que là, je suis en instance de divorce. Là déjà, instance de divorce, il ne sait à quelle sauce vous allez être mangé. Il va y avoir du remue-ménage. Est-ce que vous allez devoir payer quelque chose? Est-ce que vous allez avoir des revenus en plus? Est-ce que vous allez avoir des revenus en moins? Soit tu te fais plumer, soit tu gagnes, quoi. Ils ne savent pas trop où ça en est. Au niveau de tout ce qui va constituer en fait votre stabilité personnelle, ça va être au niveau de l'emploi. Donc il va préférer, t'en parlais tout à l'heure, le CDI. Ça, malheureusement, ça reste et c'est toujours le tapis rouge chez les banquiers. L'argument numéro 1, quoi. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus. Parce que comme je dis, c'est que le I de contrat à durée indéterminée, c'est justement qu'il est indéterminé, donc il peut se terminer demain. Alors qu'à la rigueur, un CDD, vous avez un CDD de 2 ans, et vous savez comment pendant 2 ans, on a du taf. Vous avez du taf, quoi. C'est ça. Il peut y avoir des intérimaires longue durée aussi. Moi, je connais des personnes qui sont intérimaires depuis très longtemps, depuis des années, qui sont intérimaires à temps plein. Il y a même d'ailleurs des boîtes d'intérim qui font des CDI à leurs intérimaires. Il y a des CDI d'intérimaires maintenant. Sérieux? Il y a certaines boîtes d'intérim qui font ça, qui font en fait, c'est un CDI qui est fait avec la société d'intérim et la société d'intérim place les intérimaires dans différentes sociétés derrière. Parce que justement, les intérimaires n'ont plus accès au crédit et tout ça. Et aujourd'hui, même pour un prêt auto et tout ça, les banquiers vont demander d'avoir un CDI. Et comme ceux qui bossent en intérim, maintenant avec le marché du travail, il y a de plus en plus d'intérimaires. Et comme ils n'arrivaient plus à accéder au crédit, maintenant il y a des boîtes d'intérim qui font du CDI d'intérimaire. Ça, c'est bon à savoir, c'est marrant. C'est les deux opposés qui s'attirent, entre guillemets. Donc on en est arrivé là. Donc bref, CDI, c'est recommandé. CDI, c'est recommandé, mais surtout, il faut une stabilité au niveau des revenus. Donc que vous soyez intérimaire, intermittent du spectacle, que vous fassiez des jobs en saisonnier, donc avoir des boulots en été, des boulots en hiver. En fait, ce que va regarder le banquier, c'est que vous ayez des revenus qui soient stables dans le temps. Alors pas forcément stables au niveau du montant. Pas forcément dire tiens, il faut que vous ayez 2000 € par mois constant tous les mois. Donc, tout en évitant les montagnes russes quand même. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop les montagnes russes, mais si vous avez des jobs saisonniers, vous allez peut-être toucher un petit peu plus en hiver en station, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont plus de moyens et tout ça, plutôt que l'été sur la plage, etc. Parce que les gens, quand ils sont en maillot de bain, ils n'ont pas le porte-monnaie avec eux. Donc pour les pourboires, c'est plus difficile. Donc ils vont peut-être voir qu'il y a des revenus qui changent, mais vous allez peut-être avoir 2200 en hiver
et 2000 en été, par exemple, où il peut y avoir une petite variation. Donc ils vont faire une moyenne, mais ils voient que vous avez du boulot 11 mois ou 12 mois de l'année. Ça fait une stabilité de revenus. Si vous avez ça pendant 2 ans, 3 ans, ça fait des revenus qui sont stables. Il y a un statut qui est pas du tout aimé des banquiers, lequel? C'est les intermittents du spectacle. Oui, là c'est le pire, je pense. Parce que quand on dit là c'est intermittent quoi. Donc autant vous allez avoir un gros job avec un gros salaire pendant un moment, puis après plus rien. Mais il y a des intermittents du spectacle qui arrivent à avoir des revenus qui sont assez réguliers. Parce que ils ont des contrats avec des sociétés de production, etc. Donc ils vont passer sur des projets différents, mais régulièrement. Donc ça va permettre d'avoir des revenus qui sont lissés sur l'année. Est-ce que tu as déjà vu se faire financer? Ouais. Des intermittents du spectacle. Il y a des intermittents du spectacle qui arrivent à se faire financer, mais il faut que ce soit des intermittents qui n'aient pas trop d'intermittence. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit assez régulier. Mais tu l'as déjà vu, donc c'est possible. C'est possible. Tu as déjà vu des CDD, des intérims, des apprentissages? En fait, comme je dis toujours, c'est que tant que c'est pas interdit, c'est pas impossible. Ok. Mais par contre, ça peut être difficile. Moi, j'ai déjà vu tous les cas en fait se faire financer, donc c'est possible en tout cas. Il y a des CDI qui se font jeter. Ouais, c'est ça. Des très bons CDI des fois. Il y a des très bons CDI qui se font refuser leur prêt. Un taux d'endettement, de trucs bizarres des fois. Le projet n'est pas bon. Tout n'importe quoi des fois. Je raconterai une anecdote, moi, un truc qui m'est arrivé après, un truc hallucinant. Je crois que je suis le seul au monde à qui c'est arrivé parce que tous ceux à qui j'en parle, même des gros investisseurs, des gros coachs, ça, ils ont jamais vu ça. Je vous dis ça dans 2 minutes. On a hâte de savoir. Restez là. Il y a un truc de fou. Et donc je sais plus où j'en étais du coup. Parler de donc surtout avoir des revenus stables. Mais j'ai vu de tout le monde, toutes sortes de personnes se faire financer. Donc c'est pas impossible. Mais par contre c'est vrai que quand j'ai vu des gens qui étaient au Pôle emploi ou des gens qui étaient en CDD avec des salaires qui n'étaient pas énormes, il y en a qui doivent faire 10, 12, 15 banques, qui doivent avoir 3 courtiers différents, qui se retrouvent dans une banque qui est à 200 km de chez eux. Enfin il y a des trucs, des situations des fois, mais si vous êtes super motivé, vous allez finir par les banques sont pas rationnelles en fait. En train de conseiller une agence, une banque, c'est complètement l'opposé des fois. Et il y en a même certains qui se retrouvent, moi j'en connais, qui ont dû passer avec des banquiers étrangères parce que les banques françaises ne finançaient pas. Et là ça passait. Mais en allant voir des agences en France, des agences de banques étrangères, c'est des banques étrangères qui les finançaient. Et ça passait? Et leur projet passait alors qu'ils s'étaient fait jeter par toute la banque française. C'est peut-être une question un petit peu de mentalité française autour de tout ça aussi, de l'aversion du risque ou je ne sais trop quoi, mais bon. Tu as parlé du courtier, avant qu'on rebondisse sur ton anecdote. Tu as parlé d'un courtier. Est-ce que tu recommandes aux gens qui sont peut-être en CDD, intérim, apprentissage, intermittent, de voir un courtier ou plutôt de se battre un peu tout seul? D'une manière générale, je dirais que pour tout le monde, je recommande d'aller voir un courtier. Je recommande dans tous les cas en fait. Alors, pour une raison très simple, c'est que le courtier connaît toutes les banques parce qu'il est en contact avec eux tout le temps. Il traite directement avec les directions immobilières, donc il arrive à avoir accès à des informations que vous n'avez pas et que même les directeurs d'agence n'ont pas forcément. Donc ils arrivent à traiter directement, ils traitent directement avec les directions immobilières. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a donc plusieurs étapes et le plus haut placé c'est la direction immobilière, donc les courtiers travaillent directement avec eux. De temps en temps ils peuvent repasser voir des directeurs d'agence et tout ça, ça n'empêche pas, mais ils ont les contacts directs avec les directions immobilières. Ce qui fait qu'ils connaissent les stratégies commerciales des banques. C'est ça. Et en fonction du type de projet, de votre profil et du type de votre projet, ils vont tout de suite orienter le dossier vers tel ou tel type de banque. Si vous allez voir un courtier en lui disant c'est pour faire de la location saisonnière, à lui vous pouvez le dire et il va voir la manière dont présenter le projet et peut-être qu'il va dire tiens moi je connais telle banque qui suit sur les projets de location saisonnière parce que les banquiers ont horreur de ça et la plupart des banques ont horreur de ça. Ou alors il va dire tiens, compte tenu de votre projet c'est de la location saisonnière mais on va pas le présenter en tant que location saisonnière, on va le présenter simplement en tant que location meublée parce que vu votre profil etc dans telle banque, eux ils financent bien la location meublée dans tel secteur géographique. Et donc on sait que si on leur demande, votre dossier va passer tout seul. En fait, c'est un confident un peu le courtier. Ah ouais, c'est un confident. On peut lui dire ce qu'on peut ne pas dire au banquier. Le courtier travaille pour vous. Donc lui, son intérêt,
c'est que vous ayez votre prêt parce que le courtier, il est payé qu'une fois que le prêt est accordé. Donc lui, c'est là où il va vraiment toucher de l'argent. Donc si vous n'avez pas le prêt, le courtier, il touche rien. Il va peut-être vous demander juste des frais de dossier de 500 €, mais ça va pas le faire vivre très longtemps. Donc lui, son intérêt, c'est que vous ayez votre prêt. Donc le courtier, lui, son intérêt, c'est d'aller voir vraiment les banques ciblées. Les banques en fonction de votre situation, de votre profil personnel et de votre projet. On voit même certains cas où on ment de manière concomitante avec le courtier. On lui dit, voilà, il y a ma situation qui est là, il faudrait qu'on cache ça. Et le courtier cache avec nous le truc aux banques pour qu'on puisse faire passer un dossier. Alors après, voilà, il y a des choses. Alors, confident, quoi. Voilà, le courtier, je dirais, c'est un peu comme un avocat. Ouais. Je dirais que le courtier va pas mentir à la banque. Mais il va oublier de dire certaines choses. Mais il va oublier de dire certaines choses, voilà. C'est un peu ça. Donc il ment pas, mais il le dit pas. Voilà, c'est ça. C'est borderline. Voilà. Si vous dites, il est malin, quoi. Il est rusé. Vous pouvez très bien dire à votre courtier, voilà, j'investis dans l'immobilier parce que je quitte mon job dans 6 mois, je me mets à mon compte. Ouais. Dites jamais ça à un banquier, parce que votre prêt, et si lui dit ça, c'est sûr que votre prêt, vous l'aurez pas. Donc vous lui dites, il le sait. Donc, il sait qu'il faut absolument que dans votre timing, il faut que vous ayez votre prêt, il faut que le dossier soit bouclé. Ouais. Donc, lui, vous lui dites, mais il va pas le dire. Mais par contre, ça va l'aider à comprendre votre situation, à comprendre votre projet et peut-être à mettre en place aussi un montage financier en fonction de ça. Parce qu'on sait que quand on investit, on en parlait tout à l'heure, qu'il vaut mieux avoir des meubles. Ouais. Et dans un prêt immobilier, il va y avoir l'immobilier en tant que tel, peut-être les frais de notaire, il va y avoir les meubles, il va y avoir des travaux, etc. Et en fonction du projet, en fonction du profil, en fonction du montant emprunté, peut-être que le courtier va dire on va faire un montage avec 2 prêts différents, par exemple, qu'on va imbriquer l'un dans l'autre, ou d'un côté on va faire un prêt travaux et à côté on va faire un prêt immobilier, ce qui évitera éventuellement que le dossier parte en direction immobilière, avec une étude spécifique, parce que si on fait, mettons, un prêt de 95 000 € et à côté on fait un prêt de 30 000 €, une question de barème encore, quoi. On ne passe pas les 100 000 €. C'est ça. Parce que c'est 2 prêts différents. D'un côté, on va avoir un prêt immobilier, de l'autre côté, on va avoir un prêt travaux. C'est séparé. Voilà. Et ça, le courtier le sait, ça. Séparés. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir faire un prêt de 130 000 € sans dépasser la barre des 100 000. C'est vrai que le mec qui arrive tout seul, ça, il ne le sait pas. Le courtier, c'est son job, il sait pas. Et éventuellement, peut-être même ces 2 prêts dans deux banques différentes. Voilà. Alors, généralement, ça va être dans la même banque où ils vont s'arranger pour que ça soit fait pareil. Que ça soit plus simple. Mais voilà, il va y avoir des montages particuliers comme ça que va pouvoir faire un courtier. Donc, je recommande vraiment. Donc, la conclusion, c'est vraiment d'utiliser les services d'un courtier. Ouais. Ton anecdote, qu'est-ce que c'était? Parce que moi, j'ai pas oublié, moi. Ouais, là, c'est un truc de fou. Dis-nous. Ouais, donc c'est juste comme ça, pour mettre un petit peu de punch dans la vidéo. Donc moi, j'ai fait un projet immobilier, mais là c'était un peu particulier, c'était pour ma résidence principale. J'ai changé de résidence principale. Okay. Voilà, si vous regardez un peu, j'ai fait des vidéos, tout ça, j'explique un petit peu ça. Et en fait, j'avais déjà fait un investissement immobilier avec une banque qui m'a financé mes appartements, mon fameux immeuble où il m'en manque un, mon presque immeuble. Ouais. Donc j'ai financé mon presque immeuble avec une c'est bizarre comme nom. J'ai financé mon presque immeuble avec cette banque et dans les conditions, dans ce qui était prévu, c'était qu'ils rachètent le prêt de ma résidence principale que j'avais. Okay. Pendant mon investissement, ça m'a pris comme ça avec ma femme. On a dit hop, on se casse, on déménage, on change de maison. Donc il n'y avait plus ma maison à refinancer puisque je l'ai revendue. Il y avait une hypothèque sur cette maison-là, donc j'étais obligé de rembourser le crédit. Ça a été soldé. Donc le crédit a été soldé et donc j'ai refait un autre prêt immobilier pour ma résidence principale. Et là, je retourne voir cette banque et je dis voilà, donc par l'intermédiaire du courtier toujours, parce que j'étais toujours avec mon courtier. Et donc là, on dit voilà, c'est plus un refinancement de mon prêt de résidence principale actuelle, mais c'est un nouveau prêt. C'est un financement tout court. Qu'on va faire chez vous, on ne va pas aller voir ailleurs. Ouais. Par contre, comme j'avais commencé les négociations avec le courtier, on a continué avec le courtier, qui a vu ça avec la direction immobilière aussi, qui a dit voilà, on ne fait pas un refinancement sur une maison existante, mais on en finance une nouvelle. Une autre, Ce qui était d'autant plus intéressant pour eux, puisque c'était un montant plus important. Au lieu de refinancer 200 000 €, ils finançaient 300 000. Donc tout bénéf pour la banque. Donc tout bénéf pour eux. On dit on avait prévu de faire ça chez vous. Pas de souci. En plus, c'est une banque où il y avait des bonnes conditions, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on restait chez eux. Le truc, accepté, nickel. Au niveau de la direction immobilière, pas de problème. Voilà votre dossier. Allez voir le directeur de l'agence pour signer
votre offre de prêt. Okay. Donc tout était nickel, j'avais mon investissement qui tournait et qui rapporte de l'argent avec un gros cash flow derrière. Domiciliation des revenus, tout ça, on avait joué le jeu, on avait ouvert les épargnes chez eux, enfin tout ce qui était prévu, on avait fait la totale. Il ne restait plus qu'à faire ce financement où on avait l'accord de la direction immobilière. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Rendez-vous avec le directeur de l'agence et arrivé avec ma femme pour signer l'offre de prêt. Tout content. Tout content, super, on va avoir notre maison, on va pouvoir faire nos travaux, tout ça. Le directeur de l'agence qui nous regarde droit dans les yeux. Alors, on lui explique tout, hein, ça a duré une demi-heure la rigolade. Et au bout d'une demi-heure, il nous dit non, votre dossier, j'en veux pas. Mais non. Alors tu le connaissais déjà? Ah ouais, j'étais déjà client là-bas, j'avais des investissements, j'avais tout chez eux. Quel était son motif de refus? Aucun. Il avait pas envie aujourd'hui. Il avait pas, c'était pas le bon jour. Mal levé, pas eu son café. Ouais, je sais pas. Mais... Et il a dit non, moi votre dossier, j'en veux pas. Bon, vous avez un accord de la direction immobilière, c'est déjà bien pour vous. Donc, moi ce que je vous recommande, c'est de retourner voir la direction immobilière et voir avec eux pour qu'ils vous orientent vers une autre agence. Mais moi, votre dossier dans mon agence, j'en veux pas. Et avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu penses qu'il a agi comme ça? Aucune idée. Pas du tout. Et le courtier m'a dit derrière, enfin après donc le courtier est reparti voir la direction immobilière, etc. Et le courtier m'a dit que dans les semaines ou les mois qui ont suivi, mais dans les peut-être deux mois qui ont suivi, il y a eu 3 dossiers successifs qui venaient de ce courtier-là, qui avait des accords de la direction immobilière et que ce directeur d'agence a refusé. Sachant qu'il y avait, donc moi c'était pour une résidence principale, il y avait des gens, c'était pour une renégociation de prêt, et il y a des gens, c'était pour un prêt relais de 50 000 euros. Donc c'est quoi? C'est une les gens avaient leur maison qui était vendue, ils achetaient une nouvelle maison. La maison qui était vendue, elle était quasiment payée. Ils rachetaient une nouvelle maison, ils leur montaient 50 000 euros. Ils avaient un prêt relais qui allait durer 2 mois sur 50 000 euros. Il a dit non. Alors qu'il y avait eu un accord de la direction immobilière, le directeur d'agence a dit non. Donc ça ressemble un petit peu à un petit conflit interne, ça. Mais alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'était avec la direction immobilière? Est-ce que c'était avec le courtier? On en a aucune idée. Un truc en tout cas. Ce qui me rassure, parce que c'était pas forcément après moi, j'étais pas le seul. Je pense que c'est pas toi, c'est bon. C'est malheureux. Mais quand j'en parle autour de moi, même à des courtiers, ils n'ont jamais vu ça. Mon courtier qui était sur ce dossier-là n'avait jamais vu ça. Et tous les investisseurs que je connais, personne n'a jamais été dans une situation comme ça. On l'a vu maintenant avec toi. C'est bon, donc je suis le mouton noir. Mais voilà, comme quoi, pour vous dire que tout peut arriver, tant que vous n'avez pas l'offre de prêt qui est signée, noir sur blanc. Même si vous avez les négociations qui sont faites, il y a quand même à un moment donné où vous allez en agence pour signer l'offre de prêt et il se peut qu'à un moment donné, vous tombiez sur un directeur d'agence qui n'a pas envie. Donc même si vous avez un accord de la direction immobilière, je vous rassure, il y a 99,9% de chances que tout se passe bien. Ça reste un accord. Voilà, j'aime bien tester des choses. Ça là, j'ai testé un truc, franchement, je m'y attendais pas. Donc, ce qui fait que résultat des courses, quand même, je vais donner la finalité. J'irai la finalité, la chute de cette aventure. C'est que du coup, on a tout passé sur une autre banque. Vous avez tout enlevé de chez eux. Et donc, ce qui fait que cette banque chez qui j'avais tout n'a plus d'épargne, n'a plus la domiciliation des salaires, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus que mon prêt immobilier de mes investissements avec les revenus locatifs qui arrivent chez eux. Donc ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ok, bon. La conclusion de cette vidéo qui est bien complète, je pense, c'est que les banques, c'est pas rationnel. Il n'y a pas de cas généraliste, c'est que du cas par cas. Disons que schématiquement, pour revenir donc au sujet initial de la vidéo, d'une manière générale, il faut avoir une situation stable. Voilà, situation stable. Voilà. Et le banquier, allez voir le banquier en étant à la recherche d'un partenaire. Et pas simplement de quelqu'un avec qui vous allez raqueter de l'argent pour avoir un relation gagnant-gagnant. Voilà, c'est lui dire moi je cherche un partenaire financier. Donc moi je voudrais vous apporter mes revenus, de l'épargne, des comptes pour mes enfants. Enfin voilà ce que vous voyez un petit peu tout ce que peut avoir envie l'agence. Vous regardez simplement les offres publicitaires qu'il y a dans l'agence. Dire tiens, on fait de l'assurance de prêt, on fait de l'assurance habitation, on fait tout ça. Et puis moi je veux bien prendre l'assurance habitation, tout ça chez vous, mais par contre pour tout ça il faudrait me financer mon projet immobilier et expliquer pourquoi vous faites le projet. Relation gagnant-gagnant. Voilà. Donc j'explique pas mal de choses sur la chaîne YouTube aussi. Donc je mettrai tous les liens en dessous dans la barre de description. Il me semble même que tu as une formation gratuite.
autour de l'immobilier. Donc je mettrai le lien directement aussi dans la barre de description ci-dessous pour que les gens puissent aller voir un petit peu ce que tu proposes. C'est vraiment gratuit, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Voilà. Là, c'est pas que sur la partie finance. Non, c'est vraiment sur tout. C'est sur l'immobilier au sens large. Peut-être mieux que moi, donc vas-y. Voilà, j'aborde les 12 étapes indispensables pour investir dans l'immobilier. Je dirais la première chose, c'est pourquoi vous voulez investir, jusqu'à la gestion du bien. Donc de A à Z, quoi. Voilà, de vraiment toutes les étapes de A à Z. En gros, il y a 12 grandes étapes. Le financement est une de ces étapes. Mais en tout, il y en a 12. Et donc, j'aborde tous ces sujets déjà dans une formation gratuite. Profitez-en. Regardez-en, vous avez tous les panneaux que vous avez sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur Facebook, tout ça, j'en parle. C'est gratuit, donc profitez-en. Moi, Jérôme, je te remercie pour cette vidéo qui merci va à être toi. bien complète. Je sais pas combien de temps elle dure, mais il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de viande, comme on dit. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Mettez un petit like ci-dessous, un petit commentaire si vous avez une question sur la banque à poser encore. On y répondra avec plaisir. Et Jérôme, je te dis à une prochaine. Alors surtout, si vous avez une anecdote comme la mienne, mettez-la dans les commentaires. Dites-nous. Parce qu'on aime bien les anecdotes, savoir un petit peu ce qui se passe, si vous arrivez des trucs un peu tordus avec les banquiers. Je pense pas qu'on va pouvoir te battre, mais essayez quand même si vous avez de l'imagination. Ok, merci Raph. En tout cas, c'était sympa. À une prochaine, Jérôme. Et merci. À très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao.